On va rester dans les Amériques avec le séminaire d'aujourd'hui. Il y a une expérience de 5 siècles d'encadrement et de domination, de soumission des populations amérindiennes, en particulier en Amérique du Sud. Cela dit, les formes d'encadrement et de soumission ont beaucoup varié au fil du temps. Et en particulier, à l'heure actuelle, elles prennent des formes subtiles qui peuvent sembler s'accommoder des règles de la démocratie participative, mais qui en réalité sont quelquefois aussi très contraignantes pour les populations et qu'elles peuvent percevoir aussi comme des grandes transformations par rapport à des situations plus anciennes. Et c'est pour ça que je suis très content qu'Olivier Allard ait accepté de venir nous parler aujourd'hui de son expérience d'ethnologue dans le delta de l'Orénoque, dans une population qui s'appelle les Warao, qui sont connus depuis longtemps, puisque Humboldt en parle dans son œuvre, en particulier dans Cosmos, parce que c'est une population qui, pendant longtemps, d'abord c'est une population dans un delta, donc dans une zone inondée, qui utilisait de façon systématique, un peu comme le sagou en Nouvelle-Guinée, le Mauricia flexuosa, qui est un palmier qui pousse dans les zones inondées. Et Humboldt voyait ça comme un signe d'adaptation particulièrement développé, mais qui allait à l'encontre, au fond, d'une autonomie collective. Il voyait les Warao comme des abeilles parfaitement adaptées au butinage du Mauricia flexuosa. Heureusement, même si j'ai une grande admiration, comme certains d'entre vous le savent, pour Humboldt, l'ethnographie s'est développée au fil des années et des décennies sur les Warao. Et Olivier Allard a passé plusieurs années à étudier. Alors, des choses qui sont, dont je ne sais pas, tu ne vas peut-être pas en parler dans cette séance, mais c'est tout ce qui concerne le registre des émotions et le rapport entre la sociabilité, les émotions, les systèmes de parenté. Mais ce à quoi il s'est intéressé plus particulièrement au cours de ces derniers temps, c'est le rapport entre les Warao et puis, au fond, ce qui se passe, comme vous le savez, au Venezuela en ce moment, c'est donc la révolution bolivarienne, des formes différentes de gestion de la population civile et amérindienne, et la découverte progressive par les Warao de dispositifs politiques et bureaucratiques qu'ils ont en partie intériorisés. Et ça, c'est un aspect du travail très intéressant d'Olivier Allard, c'est de voir comment la bureaucratie, ceux d'entre vous qui êtes familiers avec l'Amérique latine savent à quel point ces pays sont obsédés du fait de leur histoire et de la tradition hispanique ou ibérique d'une manière générale par la bureaucratie. Et la bureaucratie, au fond, s'est infiltrée dans le fonctionnement de beaucoup de populations amérindiennes, et en particulier dans leurs organisations politiques, avec des effets tout à fait curieux. Alors, je ne sais pas si tu vas parler de la bureaucratie, mais d'une façon générale, ce dont Olivier Allard va nous parler aujourd'hui, c'est, au fond, comment se développe à l'heure actuelle, vraiment au présent, une population amérindienne dans un système d'encadrement politique qui présente pas mal d'originalité par rapport au vieux système classique en Amérique latine, le gamonalisme, le populisme, etc. Je te laisse la parole et je te remercie d'être venu nous parler de ton travail. Je te remercie de cette invitation. Donc ma présentation va porter sur le delta de l'Orénoque, donc l'embouchure du deuxième plus important fleuve d'Amérique du Sud, qui se trouve au Venezuela. Et je ne suis pas géographe, mais anthropologue, et je travaille donc depuis un peu plus de 10 ans avec les Warao, une population qui compte à peu près 50 000 personnes, dont la majorité habite dans le delta. Mais aujourd'hui, je préfère prendre le delta plutôt que les Warao comme point de départ, car il est impossible d'en parler sans faire référence à cet espace qu'ils partagent depuis assez longtemps avec d'autres occupants
principalement des non-indigènes, car aujourd'hui ils ne sont plus en contact avec d'autres populations amérindiennes. Pour orienter, c'est une carte du Venezuela, où vous devez voir le delta de l'Orénoque dans le coin supérieur droit. La bande assurée constitue une zone en réclamation, sur laquelle je reviendrai un petit peu à la fin. Et une carte un peu plus détaillée permet de voir un peu ce labyrinthe de caños, comme on appelle les méandres du fleuve, hein, et l'essentiel de la population indigène est concentré dans cette zone qui est encadrée, sur laquelle il y a un agrandissement. Et donc cet espace, s'il est partagé, il est également fragmenté, où on pourrait dire également atomisé, au sens où il semble n'exister aucune institution durable, aucune unité supralocale, ni aucun accord entre les Warao, qui pourraient organiser d'une manière ou d'une autre leur vivre ensemble. Donc au lieu d'avoir une population indigène qui fait front pour revendiquer ses droits à l'égard de la société nationale et de l'État, suivant le tableau que peignent certains défenseurs des populations autochtones, on observe un espace éclaté où l'autonomie semble fonctionner de manière scalaire. L'autonomie radicale de chaque groupe local vis-à-vis des autres, qui empêche toute délégation à un niveau supralocal, fait écho à l'autonomie de chaque personne vis-à-vis des autres membres de sa communauté, ce qui a aussi pour conséquence une grande fluidité ou plasticité des groupes sociaux. Ce sont là des caractéristiques que l'on a relevées depuis très longtemps à propos des Amérindiens des Basses-Terres, et je ne compte pas proposer une nouvelle modélisation de ces processus. Mais je souhaite plutôt m'intéresser à la manière dont elles sont corrélatives d'un certain type de relations avec les non-indigènes, ceux que dans l'espagnol local on appelle criollos, et que je vais appeler créoles par facilité, même s'il peut s'agir aussi bien de métis ou d'espagnols. Tout l'enjeu consiste, selon moi, à ne pas tomber dans le piège que posent ces relations qui sont à la fois des relations de résistance et de dépendance, qui seraient de les considérer comme évidentes ou triviales. En effet, leur récurrence au fil du temps peut parfois faire accroire que de la conquête jusqu'à aujourd'hui, rien n'aurait changé et la même histoire se répéterait. Or, cette profondeur historique et l'importance que ces relations ont aujourd'hui leur donnent un caractère presque structurel. Elles sont incontournables et en quelque sorte internes au système, d'autant plus que leur omniprésence limite considérablement les relations intra-ethniques au sein de l'ensemble Warao. Une question devient alors de savoir quel serait ce système, cet ensemble au sein duquel s'inscrivent les Warao, et j'essaierai de mettre en évidence son ouverture. Pour saisir ces relations, j'essaierai de faire varier le point de vue ou la perspective. Et de manière très simple, vraiment, en le formulant de manière simpliste, ce serait une variation d'abord ethnique, ensuite temporelle et enfin spatiale. Tout d'abord, je vais chercher à interroger la manière dont chacun conçoit l'interaction, en se souvenant, comme le dit Roy Wagner, que notre malentendu à leur sujet n'est pas le même que leur malentendu à notre sujet. C'est-à-dire ici, les Warao ne se méprennent pas au sujet des créoles, de la même façon que les créoles se méprennent au sujet des Warao. Leurs désaccords sont en décalage, et j'essaierai de montrer que la résistance sociale ou politique des Warao s'accompagne d'un véritable cannibalisme culturel. J'essaierai aussi de justifier l'emploi de ces termes désuets. Dans un deuxième temps, j'adopterai une perspective plus historique pour montrer que l'atomisation actuelle des Warao est à la fois une résistance au contrôle qu'on veut leur imposer, mais aussi un produit direct, non réactif, des relations avec les créoles. Et c'est donc l'ambivalence de ces relations que je veux souligner, pour tempérer une conception qui serait trop monolithique d'un bloc blanc ou créole opposé à un bloc amérindien. Et enfin, dans un troisième temps, je présenterai plus en détail la spécificité géographique ou écologique du delta, pour défendre l'idée que cela permet de comprendre la cohabitation de populations qui font un usage très différent du territoire, ce qui se voit bien dans ce trait assez original qui est l'absence de revendication territoriale de la part des Warao. Donc je vais commencer, et pour commencer, je voudrais faire le récit d'un événement qui devrait permettre de donner un peu de chair ethnographique à ces questions. En 2007, lorsque j'étais sur le terrain dans le cadre de mon doctorat, un petit groupe de Vénézuéliens faisant partie d'une église adventiste a commencé à visiter le village dans lequel je me trouvais.
Ils essayaient de leur faire abandonner l'alcool, le tabac, les rites chamaniques, de les faire chanter à la gloire de Dieu, mais aussi de contribuer à l'organisation et au développement de la communauté, ce qui est une combinaison, somme toute, assez fréquente. Ce qui était un peu plus original, c'est qu'ils ont essayé d'abord de tirer parti du système des conseils communaux, un système que l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez, avait mis en place en 2006 pour favoriser la naissance d'organisations locales. Ces organisations, les conseils communaux, devaient permettre de recevoir directement des financements publics pour résoudre des problèmes ou mettre en œuvre des projets au niveau local. Et donc ce groupe de croyants voulait aider les habitants du village à construire, déposer, mettre en œuvre un projet en se posant comme intermédiaire et en espérant sans doute en tirer de la reconnaissance. Première déconvenue, il existait déjà un conseil communal dans le village, mais il avait été gelé pour cause de malversation. Donc cet incident avait nourri des tensions, mais sans provoquer de conflit ouvert dans le village. En revanche, la conséquence, c'est que cette option de financement était fermée aux adventistes. Ils ont dû se résigner à organiser un projet qui relevait seulement de leur église et ont d'abord demandé à la communauté de choisir entre deux propositions: construire une école ou bien refaire la camineria, le chemin sur pilotis qui relie les maisons les unes aux autres. Donc, on peut en voir un exemple ici, sachant que celle-ci, si elle a été restaurée, est en relativement bon état, après relativement peu de temps, ça devient un peu comme ça, à la fois parce qu'ils coupent leur bois à la hache dessus et parce qu'ils prennent, quand il manque de bois, les vieilles planches pour nourrir leur feu. Et donc ce fut une première occasion de malentendu, car les adventistes ont essayé de contourner le leader pour faire parler les villageois, afin que ceux-ci expriment leurs souhaits. Puis ils les ont fait voter pour que la communauté se décide en faveur d'un projet ou d'un autre. Mais si les Warao ont désormais l'habitude de voter, ils votent toujours pour des personnes, à la rigueur pour un parti identifié à une personne, mais ils votent toujours tous ensemble de la même manière. Ils ont donc été très, très embarrassés et amusés par ce qu'on leur demandait de faire, et chacun a voté comme le précédent, jusqu'à ce que quelqu'un se décide à voter pour l'autre projet, entraînant quelques personnes et donc suscitant par là des cris d'excitation. Donc, je ne sais pas si on voit très bien, mais c'était le panneau que les adventistes avaient fait pour les faire voter, donc les faire voter en public, avec en haut à droite l'école et en bas le chemin, et chacun devait venir mettre une croix devant son option favorite. D'un côté, cela allait à l'encontre de l'habitude de ne pas afficher publiquement les divergences, qui s'expriment en général par des rumeurs sur un mode informel, et d'autre part, d'un autre côté, les créoles supposaient que l'ensemble des Warao allaient suivre l'option majoritaire, ici l'école. Évidemment, ce n'était pas le cas, d'autant plus que les deux projets étaient l'un comme l'autre les projets des créoles et non pas des Warao. Le problème est apparu assez vite lorsque les modalités pratiques ont été discutées. Les adventistes proposaient de fournir tous les outils nécessaires, tronçonneuses et clous, ainsi que la nourriture pour les travailleurs et leurs familles durant la période de réalisation du projet. Mais les villageois n'ont pas trouvé cela suffisant. Ils n'allaient quand même pas travailler gratuitement pour les adventistes. Ces derniers ont bien essayé de les convaincre que les villageois seraient tous les bénéficiaires du projet, mais sans aucun succès. Le vrai bénéficiaire de l'école, de toute façon, c'était l'enseignant qui allait pouvoir toucher un salaire. Du point de vue des créoles, il y avait un double problème d'ignorance et d'organisation. Les Warao ne savent pas comment fonctionne l'administration, mais surtout, ils ignorent l'idée de bien commun, le fait que le projet est au bénéfice de tous, et c'est aussi pour cette raison qu'ils forment des communautés dysfonctionnelles, incapables de réaliser un projet collectif, parce qu'ils n'arrivent pas à surmonter leurs tensions et leurs désaccords. Un autre préjugé courant, c'est qu'ils sont aussi paresseux. Les Warao, quant à eux, voulaient vraiment une école, une camineria, des tronçonneuses, mais c'était quelque chose qu'on leur demandait de faire. De leur point de vue, ils répondaient à une demande externe et il fallait les payer pour cela. Les créoles aiment diriger, commander, ils savent ce qui est bon pour les autres, mais cela a un prix. Ils peuvent dire de la même manière qu'ils n'iront pas étudier si on ne les paye pas, en faisant référence au système de bourse mis en place pour les adultes en reprise d'éducation. Ou alors que ce sont surtout les créoles qui veulent rénover la camineria, alors qu'eux-mêmes peuvent marcher n'importe où. Dans le cas que j'ai décrit, l'école n'a finalement jamais été construite. Et on
peut mettre cette histoire en regard d'une autre situation, pas dénuée de tension non plus, mais où un ouvrage collectif a finalement été réalisé. Lorsque les finances vénézuéliennes étaient en meilleur état qu'aujourd'hui, diverses institutions avaient l'habitude de donner au Warao des moteurs hors bord qui sont absolument cruciaux pour les déplacements. Et il les destinait à la communauté. De manière assez peu surprenante, ces moteurs étaient généralement appropriés par l'individu au nom de qui étaient les papiers du moteur, et cette personne pouvait ensuite les prêter de manière plus ou moins généreuse. Mais il fallait aussi faire une grande pirogue en bois, dont la construction était initiée par quelqu'un, participer qui voulait, mais c'était une manière d'acquérir, enfin participer était une manière d'acquérir des droits sur la pirogue, de pouvoir ensuite l'utiliser légitimement, et plusieurs groupes assez lâches se sont ainsi constitués. C'est des pirogues de ce type, donc beaucoup plus grosses que les pirogues individuelles des Warao. Plusieurs groupes se sont constitués permettant la fabrication de plusieurs pirogues. Ceux qui n'y avaient pas participé pouvaient certes demander qu'on la leur prête, mais ils n'avaient aucun droit dessus. C'est là un type de dynamique qui a été souvent décrit dans les basses-terres d'Amérique du Sud, et on voit bien que la logique diffère fortement de celle que suivent les créoles. Ici, personne n'est contraint par les décisions d'autrui, que ce soit celle d'un porte-parole ou celle de la majorité. Et, comme l'ont montré de nombreux anthropologues, un leader est celui qui initie, et il est le leader de ceux qui le suivent. Il existe donc une opposition tranchée entre deux formes sociopolitiques, mais on ne peut pas se contenter de poser simplement cette opposition, il faut voir comment elle conditionne des interactions aujourd'hui nombreuses et complexes. Ici, il y a un malentendu au sens où leur désaccord ne porte finalement pas sur la même chose. Les Warao du village ne voulaient pas un autre projet, mais pour eux, un projet signifiait autre chose, et notamment qu'ils allaient recevoir un salaire. C'est pour cela qu'il est nécessaire de les comprendre en prenant en compte les deux perspectives, en adoptant un regard symétrique en quelque sorte, et j'ai été très inspiré par le travail de José Antonio Kelly, un anthropologue qui est aujourd'hui professeur au Brésil, et qui a étudié d'abord les interactions entre médecins vénézuéliens et indiens Yanomami au Venezuela, puis récemment a publié un essai sur ce qu'il a appelé l'antimétissage, où il met en contraste les conceptions latino-américaines et amérindiennes du mélange et du changement. Et je vais en toucher un mot pour expliquer comment est-ce que ça inspire mon approche. Le métissage, pour Kelly, c'est une conception typiquement latino-américaine qui repose sur l'idée d'une fusion de différents éléments. Les populations d'Amérique ne sont ni européennes ni amérindiennes. À l'opposé de ce ni-ni, les Amérindiens des Basses-Terres affirment souvent qu'ils sont et indiens et blancs ou créoles. Il ne se produit pas alors une fusion, mais plutôt une oscillation, une alternance entre deux positions, qui sont aussi définies de manière relationnelle. On est toujours l'indien de quelqu'un et le blanc d'un autre, pour parler un peu de manière simple. Et c'est aussi pour cette raison qu'on peut se comporter alternativement comme un créole et comme un amérindien. Kelly l'a bien montré pour les Yanomami, et c'est aussi très vrai des Warao. Pour les habitants du village que j'ai mentionné, le gros village missionnaire voisin était un lieu créole, parce qu'il y avait plus de marchandises et d'argent, que les gens y parlaient mieux espagnol, avaient plus de savoir scolaire et administratif. Mais les habitants de ce gros village étaient eux-mêmes plus Warao que ceux de la ville. Et donc il y a une sorte de continuum comme ça. Et en ce sens, les interactions entre Warao de différentes régions sont somme toute assez similaires aux interactions entre des Warao et des créoles. Je me suis surtout intéressé à la manière dont Kelly spécifie ce contraste et les malentendus qui en découlent. Le métissage latino-américain est vu en général comme l'absorption d'une culture amérindienne qui doit être conjuguée à la société d'origine européenne. Il revendique d'utiliser ces termes aussi aussi critiqués que culture et société, parce que ça lui permet de mettre en lumière de manière marquante certains malentendus. Et ici, société ne renvoie évidemment pas à n'importe quel collectif humain, mais à l'idée, non seulement qu'il est coupé des non-humains, mais surtout qu'il est organisé, structuré, avec un sens du bien commun, un sentiment d'obligation à l'égard du tout, au lieu de former un ensemble amorphe. C'est en un sens une conception assez durkheimienne. Cela se voit dans de nombreux débats sur l'identité latino-américaine, mais aussi dans les conceptions actuelles du multiculturalisme.
alors même que ce concept semble s'opposer au métissage. La culture ici est en effet vue comme un ensemble de pratiques que l'on peut effectuer dans n'importe quel contexte, non pas comme quelque chose qui est vécu dans des relations sociales spécifiques. C'est pour ça qu'on peut l'enseigner à l'école, ou encore demander à des Amérindiens d'effectuer un rituel en ville avant une réunion avec des ministres. Inversement, même si la Constitution de 1999 au Venezuela précise que l'État reconnaît, je cite, l'organisation sociale, politique et économique des populations indigènes, cette dimension n'a jamais été mise en œuvre. On a reconnu des cultures différentes, mais pas des formes de vie sociale ou d'organisation sociale différentes. Lors de mon premier voyage sur le terrain, j'ai par exemple accompagné un petit groupe de militants indigènes et chavistes venant organiser un atelier sur le socialisme du XXIe siècle, suivant la formule de Chavez. Et certes, il venait défendre l'idée que la révolution bolivarienne devait s'inspirer d'un supposé socialisme des Amérindiens, qui partagent tout ce qu'ils ont et prennent soin des autres. Mais pour cela, il fallait quand même s'organiser et s'unir pour tirer profit des conseils communaux et court-circuiter l'oligarchie créole. De manière assez classique, on retrouvait donc là le même discours qu'auparavant. Ici, leur culture, leur moralité est valorisée, mais leur société, leur organisation est vue comme déficiente et non comme une alternative. Ce qui est marquant, c'est que les injonctions à s'organiser ne viennent pas seulement d'institutions répressives, qui souhaiteraient par exemple identifier des chefs susceptibles de relayer leurs ordres, ce qui est très très courant. Même les institutions protectrices jugent que le développement désirable passe par là. Même les militants jugent que c'est nécessaire à la défense de leurs droits et donc à leur survie comme sujet politique autonome, capable d'exprimer des choix collectifs et de les défendre face à l'État. Les travaux sur la résistance des populations qui échappent à l'autorité étatique, et notamment ceux de Scott, ont bien montré que le refus de répondre à ces injonctions, même lorsqu'elles sont bien intentionnées, n'était pas ignorance, mais refus de donner prise à l'État et d'en devenir les sujets. Les discours sur la civilisation et le développement sont en réalité une sorte de piège, car ils mènent à une subordination politique. Et en un sens, c'est ce qu'ont bien compris toutes les populations pour lesquelles un mode de vie apparemment primitif est en fait une stratégie d'évasion face à l'État. En se retirant dans des zones refuges telles que le delta de l'Orénoque, il ne s'agit pas seulement d'empêcher la subordination de leur société, mais plus précisément d'empêcher leur transformation en société. Et ça, finalement, c'est aussi la même chose qui se produit lorsque les organisations indigènes, qui sont des organisations modernes, produites par et pour l'État, restent extérieures ou marginales par rapport à la population qu'elles prétendent représenter. C'est très marquant dans le delta de l'Orénoque, où je n'ai pratiquement jamais rencontré de Warao qui sache qu'il existait une union des communautés indigènes Warao et quelques autres associations dans la capitale. Les membres de ces associations étaient parfois des interlocuteurs pour les autorités, et c'était souvent une étape importante dans une carrière politique, mais ils n'étaient pas désignés par des délégués des groupes locaux, n'étaient aucunement considérés par les autres Warao comme des représentants susceptibles de faire entendre leur voix, de prendre des engagements en leur nom ou de guider leur action. Ce récit de résistance est très juste, mais il ne représente aussi qu'une dimension de la question, qu'un versant de la relation, ou plutôt qu'un point de vue sur la relation. En effet, il décrit un rapport unilatéral où les États essayent d'absorber et de contrôler des populations qui tentent sans cesse de fuir ou de leur échapper. Et selon Scott, cette résistance politique est également refus culturel, car ce sont leurs manières de vivre qui leur permettent d'échapper à l'État. Mais cette vision ne rend aucunement compte de la manière dont les Amérindiens ont aussi voulu capter en permanence des éléments en provenance du monde des Blancs, suivant une ouverture à l'autre soulignée depuis au moins Lévi-Strauss. Les Warao veulent des vêtements et des machines, des télévisions et des lecteurs de DVD, des boissons gazeuses et des spaghettis, ainsi que l'argent pour les acheter, avec une insistance consumériste qui ont toujours posé problème aux tenants d'une vision romantique de la résistance indigène. Ils voulaient l'école, la camineria, les tronçonneuses que leur proposaient les adventistes, de même qu'un certain nombre d'entre eux voulaient être adventistes et le sont devenus. Mais finalement, comme le dit Kelly, c'est la culture des Blancs et des Créoles qu'ils veulent, c'est-à-dire ici notamment leur capacité technologique, non pas leur société. En un sens, pour simplifier, chacun veut absorber ou intégrer la culture de l'autre, mais en conservant ou en imposant sa propre forme sociale,
Et c'est sans doute la source de la plupart des malentendus qui caractérisent les interactions entre Amérindiens et non-indigènes. C'est, selon moi, le grand apport de l'approche de Kelly, qui trouve son inspiration chez Roy Wagner et chez Eduardo Viveros de Castro, par rapport à une analyse en termes de résistance, que de montrer qu'il n'y a pas un accord sur le point de désaccord. Et l'équivoque se voit bien dans l'ambivalence du concept de civilisation. Tous les projets colonisateurs sont des projets civilisateurs, qui visent à apporter la civilisation à des populations barbares ou primitives, mais cette civilisation est ici notamment conçue comme le projet d'instaurer une société, là où il n'y a qu'un regroupement amorphe. Cependant, les Warao eux-mêmes refusent d'être considérés comme des Warao-Witu, de purs Warao, comme des indios, disent-ils en employant eux-mêmes le terme espagnol avec sa connotation méprisante. Ils affirment qu'ils connaissent les manières de vivre des créoles, qu'ils sont à l'aise avec l'espagnol, les vêtements, les machines ou les documents. Ils ne prétendent en aucun cas être de purs Warao et ils n'ont aucune nostalgie pour ce passé plus ou moins mythique, mais je pense qu'il serait erroné d'y voir une fausse conscience. Simplement, la civilisation qu'ils veulent des créoles, n'est pas exactement la même que celle que les créoles veulent leur apporter, ou plutôt ce n'est pas exactement le même concept de civilisation. Non pas fabriquer la société, mais produire des personnes, c'est-à-dire les transformer dans le cadre de relations particularisées, interpersonnelles. Je reviendrai très brièvement sur cette question, mais on peut considérer en un mot que cette production de personnes correspond à la parenté amérindienne comme ensemble de relations fondées sur l'attention à autrui, qui représente l'envers positif du refus de faire société. Ce type de malentendu ou d'analyse des malentendus a été déjà assez bien étudié en Amazonie, par exemple à propos des missionnaires, des médecins, et c'est à mon avis la meilleure voie pour comprendre ce qui se joue dans ces interactions entre Amérindiens et non-indigènes, notamment pour prendre au sérieux le désir des premiers, des Amérindiens, d'accéder aux biens et au savoir des seconds, et aussi la manière dont les créoles, les blancs, considèrent toujours que le projet de civilisation a échoué. Toutefois, cette approche conduit également à rigidifier une opposition tranchée entre Amérindiens et Occidentaux, Européens, Métis, Créoles, et de manière corrélative entre l'absence de pouvoir coercitif et la soumission à l'autorité étatique. Il y a là certaines variations, mais dans une perspective inspirée par Clastres, dans laquelle s'inscrit Kelly, la plasticité et l'autonomie amérindienne ne représentent pas seulement une adaptation permettant d'échapper à l'emprise de l'État, mais un refus de tout pouvoir qui est finalement antérieur à la rencontre avec les non-indigènes et avec l'État. En un sens, la plasticité sera à la fois ce qu'ils avaient à protéger, car elle correspond à l'absence de pouvoir coercitif, ou plus largement de soumission à une totalité, mais aussi ce qui leur a permis de le protéger, car elle permet l'atomisation et la dispersion. Et les Amérindiens des Basses-Terres seraient caractérisés par une constance assez exceptionnelle. Les Warao seraient politiquement comparables aux Tupinamba du XVIe siècle, qui, selon la formule célèbre, étaient sans foi, ni loi, ni roi. Toutefois, je souhaite compliquer un peu cette lecture, et c'est un texte déjà ancien d'Anne-Christine Taylor qui m'en a montré une voie. À propos dans une histoire post-colombienne de la Haute-Amazonie, elle souligne que les groupes Jivaro étaient peut-être déjà préadaptés par leur morphologie sociale à survivre à la conquête, grâce à la dispersion et à la mobilité de petits groupes locaux autonomes, mais que, d'autre part, l'atomisation sociale qui caractérise aujourd'hui notamment l'Amazonie péruvienne est aussi un produit de l'histoire des rapports coloniaux et néocoloniaux, qui a démantelé les confédérations ou les réseaux supralocaux qui existaient auparavant. Donc un produit direct et non réactif de cette histoire, et ce à travers deux mécanismes. D'abord le patronazgo, au XIXe siècle, qui désigne le fait que chaque groupe indigène était sous l'autorité d'un patron, blanc ou métis, distinct, un patron distinct, et donc que changer de groupe signifiait aussi changer de patron. Il y avait un peu un isolement de tous ces groupes les uns par rapport aux autres. Ensuite, la loi des communautés indigènes de 1974, qui a donné des droits territoriaux indépendamment à chaque groupe local, et donc les a divisés de cette manière. Anne-Christine Taylor mentionne ces processus
de manière un petit peu déconnectée, mais je pense qu'ils révèlent que les sociétés coloniales puis nationales ont eu des effets ambivalents, aussi parce qu'elles sont souvent moins monolithiques que dans le cas des Yanomami étudiés par Kelly, parce qu'on n'est pas seulement face à un projet étatique uniforme. Ce n'est pas juste l'État créole qui œuvre dans un sens et les Amérindiens dans l'autre, car des dynamiques opposées ont coexisté à chaque moment historique. À la fois des projets de transformer en société, en véritable société, un collectif vu comme amorphe, et des politiques ou des pratiques qui ont conduit à atomiser le monde warao, en empêchant ou en limitant toute unité supralocale. Et je vais essayer de retracer rapidement cette histoire, une partie de cette histoire, parce que je ne vais pas remonter très loin, mais uniquement au XIXe siècle. Au XIXe siècle, donc, après le départ des missionnaires, les créoles sont chargés de fonder des bourgs, fundar pueblos, alors que les warao ne vivent que dans des campements, rancherias. Et cette opposition entre pueblos et rancheria est centrale, parce que ces campements sont dépourvus de vie civile. C'est ce qui est souligné dans les discours de l'époque. Il n'y a pas d'école, d'église, de cimetière, de justice, de police, etc. L'opposition ressort très clairement d'un rapport que j'ai utilisé du milieu du XIXe siècle, qui montre bien qu'à l'époque républicaine, un objectif de cette colonisation intérieure est d'apporter la vie civile, même dans les régions reculées. D'où, par exemple, l'institution de Capitán Poblador, qui doit peupler, comme son nom l'indique, qui doit fonder des bourgs ou attirer les Indiens. Toutefois, évidemment, ce projet reste largement infructueux et ne dépasse pas toujours le stade du papier. Comme le souligne l'auteur de ce rapport de manière grinçante, parfois le Capitán Poblador a en réalité dépeuplé ses tentatives de s'approprier le travail indigène, faisant fuir les warao. Puisque les colons ont sans cesse cherché à prendre les warao pour les forcer à travailler pour eux, alors ils ont logiquement fui vers les zones moins accessibles du delta. Il s'est produit une dispersion réactive, qui est un phénomène très courant et amplement décrit en Amazonie, notamment pour l'époque du caoutchouc. Toutefois, cette atomisation n'est pas que réactive. Les warao ont également été répartis entre des colons, appropriés par des créoles qui en parlent systématiquement en disant « mes warao » avec une marque possessive. Et on est là très proche du patronazgo, mentionné par Anne-Christine Taylor comme une cause d'atomisation en Amazonie péruvienne. Au début du XIXe siècle, c'est sans doute ce qui a fait fuir les warao, en provoquant rapidement la ruine des domaines, d'après certains textes de l'époque. Toutefois, plusieurs décennies plus tard, au début du XXe siècle, une nouvelle vague missionnaire qui arrive, les Capucins qui viennent fonder la mission du Caroni, décrivent en fait une situation similaire et la comparent également, encore une fois, à l'institution coloniale de l'encomienda. Les warao sont répartis entre des colons qui exploitent leur travail sous couvert de les civiliser. Ils sont avant tout les warao de tel ou tel patron, ce qui restreint évidemment leur mobilité ou leurs relations politiques et économiques avec d'autres warao, d'autres groupes locaux. Dans certains cas, les villages warao peuvent même être nommés porter le nom du patron auprès de qui ils résident. De manière très classique, missionnaires et patrons sont à la fois à l'époque en concurrence et en symbiose. Et les conflits qu'ils entretiennent impliquent aussi les warao et accentuent donc le factionnalisme local. Les warao du patron s'opposent aux missionnaires et réciproquement. Les missionnaires poursuivent officiellement le projet de fabriquer la société et parmi de nombreux exemples, on pourrait prendre la manière dont ils tentent d'organiser les warao en une hiérarchie sociopolitique pyramidale avec 3 zones comprenant chacune plusieurs centres, même regroupant des campements avec un véritable organigramme de la chefferie. Mais d'un autre côté, ils contribuent aussi à la fragmentation du delta, devenant d'une certaine manière des patrons parmi les autres, se substituant aux patrons, et les warao peuvent très bien mentionner des missionnaires dans la liste de ceux pour qui ils ont travaillé. Je vais m'attarder un tout petit peu plus sur le XXIe siècle, qui est l'époque de mon enquête ethnographique. Aujourd'hui, les communautés warao ne sont plus identifiées à un patron, qui résiderait là ou auprès de qui les warao habiteraient. Et s'il reste encore des missionnaires, ceux-ci sont moins nombreux. Les villages qu'ils avaient fondés sont devenus relativement
importants et ont d'autres foyers d'attraction. En un sens, c'est l'époque de la politique, et celle-ci est ambivalente. Comme je l'ai souligné, les Warao sont la cible permanente d'injonctions à s'organiser localement et globalement de la part tant des chavistes pour mettre en œuvre la révolution bolivarienne que des anti-chavistes aujourd'hui qui soulignent que la résistance aux dérives du régime doit aussi passer par un front unique. Mais la vie politique, où les organisations indigènes sont très peu audibles, est avant tout une politique électorale, dominée par le rythme et la logique de la compétition électorale. Or, celle-ci fragmente et divise les Warao. Avant de constituer un ensemble Warao, ils sont avant tout électeurs de tel ou tel politicien, et c'est donc la logique des circonscriptions électorales qui détermine les regroupements. Tous les Warao ne sont pas dans le même état, ils sont répartis sur plusieurs communes, dont une seule est majoritairement indigène. Surtout, la logique compétitive des élections est en contradiction avec l'exigence d'unanimisme au niveau villageois et contribue donc à cette division, à opposer des villages qui soutiennent des politiciens concurrents, à introduire des scissions lorsque des factions villageoises ne soutiennent pas le même candidat. Toutefois, je ne souhaite pas opposer ici le système occidental, la démocratie électorale, et la culture amérindienne, l'unanimisme et la logique sédentaire. Car, en effet, on peut aussi trouver dans des populations européennes ou latino-américaines des phénomènes comparables. Dans le Brésil rural, par exemple, on a aussi pu montrer que le vote était collectif, les familles votent par bloc, et qu'il était loin d'être secret. Mon objectif ici n'est donc pas d'opposer les Warao aux créoles, mais plutôt de souligner que le système électoral contribue à la fragmentation et à l'atomisation du monde Warao, alors même qu'il coexiste avec des injonctions à s'organiser et à faire société. Et les Warao, finalement, se saisissent en quelque sorte des opportunités de fragmentation avec plus d'enthousiasme que des possibilités d'union. Le village dans lequel j'ai passé le plus de temps, lors de ma dernière visite, était donc divisé entre deux parties, Tecoboloro I et Tecoboloro II. Le leader historique du village, qui avait soutenu un candidat aux élections municipales de 2013, s'était opposé à son frère cadet, qui avait soutenu le candidat opposé et victorieux. Les deux étaient aujourd'hui salariés de la région, chacun comme leader d'une faction, ce qui était pertinent, par exemple, dès qu'il s'agissait de répartir des subventions aux villageois. Depuis les tensions suscitées par ces élections, lorsque chacun avait essayé d'enrôler le plus de supporters, le village ne formait plus un ensemble unique conduit par un seul leader. Plus fréquemment, l'opposition a lieu entre différents villages, chacun affilié à un politicien différent. J'ai recueilli le récit d'une véritable bataille rangée entre les habitants de deux villages, lorsque les uns ont accusé les organisateurs du scrutin d'avoir manipulé la procédure en faveur du candidat adverse, dans le cadre de primaires pour l'élection du gouverneur de l'État. Même s'il n'y avait eu que des blessés légers, c'était là quelque chose d'absolument exceptionnel par rapport à la manière dont les Warao évitent en général les violences physiques. Et de manière plus générale, indépendamment d'éventuels conflits ouverts, l'affiliation à un parti ou à une personne se fait en affichant ses couleurs. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien qu'ils sont vêtus de rouge, en affichant ses couleurs sur sa maison de manière visible par tous ceux qui voyagent sur le fleuve, ou alors lorsqu'on voyage sur le fleuve. C'est ce qui permet de savoir pour qui vote tel ou tel village, exhibant la diversité interne du bas delta, mais aussi de révéler au grand jour les tensions qui minent un village qui serait bariolé de plusieurs couleurs. Ici, ils sont tous en rouge, en soutien au gouvernement. En fait, tout le bas delta est chaviste, mais il y a eu des dissidences chavistes, et donc plusieurs candidats se réclamant tous de l'ancien président. Et c'est notamment une manière qui m'a été racontée d'évaluer la possibilité de fraude, de dire qu'on a compté en quelque sorte le nombre de villages qui portaient telle ou telle couleur. Donc le premier élément que j'ai voulu mettre en lumière, c'est l'ambivalence du rapport entre Warao et non-indigènes, créoles ou étrangers, d'une manière qui semble se répéter au cours des siècles. S'il y a toujours eu des injonctions à organiser et à fabriquer la société Warao, d'une part, ces tentatives ont souvent suscité une dispersion réactive, qui continue en partie aujourd'hui, et d'autre part, elles ont coexisté avec des pratiques créoles qui ont directement favorisé l'atomisation du monde Warao,
l'affiliation à des patrons, à des missionnaires, à des hommes ou des femmes politiques. Ces relations particularisantes correspondent toujours à des liens de dépendance ou de subordination, et c'est le deuxième point que je voudrais ici discuter. On pourrait en effet penser que cette forme d'atomisation, parce qu'elle découle de liens de dépendance, est à l'opposé de la dispersion et de la plasticité comme protection de l'autonomie. Et Kelly, par exemple, soutient qu'être soumis aux ordres d'autrui est déshumanisant en Amazonie, en adoptant une perspective clastrienne revisitée à la lumière du travail d'Eduardo Viveros de Castro. Cette lecture me semble erronée parce qu'elle ignore tous les travaux récents sur la notion de maître dans la région, et notamment l'idée que la subordination peut aussi être humanisante. Dans certains cas, les enfants captifs pris à la guerre, dans d'autres groupes, devaient être civilisés et humanisés, comme chez les Ikpeng du Brésil, de même que certains groupes subordonnés étaient aussi civilisés, comme les Akurio du Suriname, sous la tutelle des Trios et des Wayana. Mais, en un sens, il est possible d'intégrer cette dimension en conservant le langage de Kelly. Ces liens de dépendance font partie de la parenté, du processus de production de personnes, et permettent un flux culturel. Parfois l'apprentissage de la culture du manioc ou d'un rituel, ici l'appropriation par les Amérindiens de la culture créole. Les Warao soulignent ainsi qu'ils ont appris à parler espagnol, à utiliser des machines ou à porter des vêtements, parce qu'ils ont tous grandi entre les mains des missionnaires, et c'est une expression qui renvoie à l'adoption et au domaine de la parenté. Telle ou telle personne a des compétences valorisées parce qu'elle a été élevée par un couple créole, ou encore parce qu'elle a vécu ou travaillé avec un patron créole pendant quelques mois ou plusieurs années. C'est ainsi qu'un tel s'est castré ou tué un cochon, que tel autre s'est réparé ou des ustensiles électroniques, et qu'un troisième sait interagir sans peur face à des militaires. C'est quelque chose d'assez commun en Amazonie, qui permet notamment de comprendre pourquoi cette subordination peut aussi être volontaire, comme l'a très bien montré Oyara Bonilla pour les Paomari du Brésil. La dépendance est ici donc un moyen d'acquérir une compétence culturelle ou relationnelle et non une nouvelle forme d'organisation sociale. Mais uniquement, je dirais, parce qu'elle est temporaire, et c'est sans doute la différence cruciale avec les situations passées, lorsque des groupes Warao étaient collectivement et indéfiniment sous l'autorité de patrons créoles. J'ai trouvé la trace d'une telle configuration dans les archives, mais elle est devenue tellement impensable qu'elle n'apparaît pas aujourd'hui dans les discours. Aujourd'hui, pour les Warao, seuls les hommes célibataires cherchent à être les assistants ou les employés d'un créole. C'est un choix individuel, et ils quitteront ce patron pour aller chercher une épouse et se marier. Hommes mariés, ils auront certes encore des patrons, mais ce seront des commerçants auprès desquels ils sont endettés et qu'ils doivent rembourser, sans pour autant en recevoir d'ordre. Ils sont autonomes dans la conduite des activités qui leur permettent de rembourser cette dette, et la multiplication des patrons, qui est très courante actuellement, leur permet de jouer sur la temporalité des remboursements et des endettements. Aujourd'hui, donc, la plupart des Warao sont affiliés à des commerçants, comme ils le sont à des hommes et des femmes politiques, mais c'est avant tout un moyen d'obtenir des marchandises qui n'impliquent pas une subordination continue. Des relations de dépendance directes mais transitoires d'un côté, durables mais indirectes de l'autre, elles ne sont finalement pas contradictoires avec la réticence des Warao à recevoir des ordres ou à se sentir contraints par une obligation collective. L'opposition tranchée entre pouvoir et non-pouvoir, entre soumission à l'État et refus de l'État, parce qu'elle s'appuie généralement sur des représentations fantasmées, est probablement inadaptée à la compréhension de configurations sociales effectives. Et mon argument ici est que l'atomisation par affiliation et l'atomisation par dispersion se sont conjuguées pour produire la fragmentation actuelle de l'ensemble Warao et du delta de l'Orénoque. Une particularité du delta, c'est donc la présence de non-indigènes depuis longtemps, et encore plus de différentes sortes de non-indigènes. Des commerçants et des fonctionnaires créoles, des missionnaires espagnols, mais aussi des trafiquants trinidadiens et guyaniens, pour nommer seulement les principaux. Cependant,
contrairement à ce qui se passe dans le reste des basses terres d'Amérique du Sud, comme je le disais en introduction, on n'y observe pas vraiment de conflits territoriaux. À de petites exceptions près, le contrôle du territoire n'est pas un enjeu. La démarcation de terres indigènes, qui n'a jamais été mise en œuvre, contrairement à ce qui était prévu dans la Constitution de 1999, n'est pas une revendication locale. En tout cas, elle passe très loin derrière les revendications d'accès à la santé, à l'éducation, à des ressources financières, etc. Quelques leaders Warao ont parfois émis l'idée qu'il faudrait délimiter l'ensemble du Bas-Delta comme zone indigène et que les non-Warao aient besoin d'une autorisation pour s'y installer. Mais ce type de projet n'a jamais été élaboré sérieusement, n'a jamais suscité de mobilisation conséquente, et je pense qu'il a peut-être plus servi de menace à l'égard de créoles ou d'étrangers qui vivaient dans la région, dans le contexte du débat sur leur prétention à y remplir un rôle politique. Cette situation originale n'est pas vraiment une énigme, et elle est largement liée à une spécificité géographique. D'un côté, le delta est une zone de passage, et le Rio Grande, donc le bras principal du fleuve qui correspond à la limite sud du delta, représente le seul accès du Venezuela sur l'Atlantique, plutôt que sur la Caraïbe. Il est classiquement vu comme la porte de la Guayana et des Llanos, donc de tout l'intérieur vénézuélien. Et aujourd'hui encore, c'est une voie très importante pour le transport de fret. D'un autre côté, c'est aussi une zone de refuge grâce à ce qu'on appelle les morichales, les bosquets de palmiers moriche, donc Mauricia flexuosa, donc le palmier bâche en français, je crois, que l'on retrouve à l'intérieur des îles marécageuses du Bas-Delta, en général protégées de la vue par la mangrove, avec de véritables murs de palétuviers. Si, comme le dit Scott, l'eau unit et les marécages divisent, le delta de l'Orénoque comprend à la fois des voies fluviales navigables et des marécages impénétrables. Et ça, c'est une idée courante que l'on retrouve tant dans les récits d'exploration que dans les travaux ethnographiques, que ces marécages ont historiquement offert une protection aux Warao. D'une part, les caños, c'est-à-dire les bras ou les méandres du delta, forment un véritable labyrinthe dans lequel les créoles et les étrangers se perdent, puis ils sont incapables d'y pénétrer, ne serait-ce que parce qu'il faut y marcher d'une manière particulière pour éviter de s'enfoncer dans le sol. Ça, c'est un chemin d'accès à un site d'exploitation de palmiers. Et d'autre part, ils offrent aussi les ressources qui leur permettent d'y survivre, donc le sagou du palmier, la fécule que l'on extrait de la pulpe, et les larves qui prolifèrent dans les troncs dont on n'a pas extrait de fécule quelques semaines après les avoir abattus. À cela s'ajoute évidemment la pêche, la cueillette et la chasse, mais l'idée récurrente est que c'est le palmier moriche qui leur a permis de survivre et qui constituerait leur arbre de vie. Mais si les allochtones reconnaissent le rôle que les morichales ont joué, peuvent encore jouer pour les Warao, ils ne les considèrent pas du tout comme un environnement habitable pour eux-mêmes ou pour des Warao qui deviendraient civilisés. Ça c'était une photo de quelqu'un en train d'extraire la pulpe pour en tirer du sagou. Donc c'est pas considéré comme un environnement habitable pour eux-mêmes ou pour les Warao qui deviendraient civilisés. Et en un sens, donc, Warao et non-indigènes occupent des niches écologiques distinctes ou qui ne se recouvrent que partiellement. C'est une question de mode d'usage très différent du territoire, puisqu'ils ne sont en fait pas d'accord sur ce qui constitue un habitat potentiel pour les humains. Et donc, même si le Bas-Delta est très régulièrement présenté comme une région fertile, très fertile, cette fertilité n'est que potentielle et il faudrait le valoriser, le transformer pour véritablement pouvoir en bénéficier. Et le problème classique, c'est de ne rencontrer que de l'eau et pas de terre ferme, donc déjà souligné par Humboldt. Level, qui est un explorateur, un Vénézuélien qui a fait une mission au mi-19e, conteste cette affirmation, mais finalement en renforçant l'idée qu'il faut de la terre ferme pour vivre, en tout cas pour développer une véritable vie civile, et en soulignant aussi l'instabilité du Bas-Delta. Sans cesse, des îles se forment et d'autres disparaissent. Une plage émerge là où le fond permettait auparavant de naviguer, et les rives se déplacent.
Cet état d'esprit a continué au fil des ans, et on m'a ainsi raconté que lorsqu'un technicien était venu installer le générateur électrique des missionnaires et se plaignait de ne pouvoir brancher la prise de terre, le missionnaire s'était exclamé « Mais il n'y a pas de terre ici, il n'y a que de l'eau ». Et puisque l'organisation sociale des Warao leur paraissait aussi mouvante et instable que le sol sur lequel ils vivaient, les créoles et les étrangers se sont inversement acharnés à chercher de la terre ferme où s'installer et où les attirer. L'histoire de leur installation dans la région est donc largement l'histoire d'une quête de la terre ferme qui est toujours restée infructueuse. À l'époque coloniale, déjà, les missions étaient toutes installées sur la rive droite du fleuve. Donc c'est une carte, donc le Rio Grande correspond. Alors, je sais pas. J'arrive plus à. Pardon. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Bon, enfin, le Rio Grande, c'est le fleuve qui est au sud. Enfin, c'est la limite sud du delta. Et donc, les missions étaient étaient sur la terre ferme qui est sur la rive droite au sud de ce bras du fleuve. Alors que sur la rive gauche se déploie le labyrinthe des Caños et des îles marécageuses. Et c'est aussi sur cette rive droite que se trouvent au XIXe les domaines agricoles et les villages mixtes qui aujourd'hui sont devenus totalement créoles. Je vais me concentrer sur le XXe siècle que je connais un petit peu mieux pour dire un mot de cette quête de la terre ferme. Les missionnaires capucins, donc qui sont des capucins espagnols qui arrivent dans les années 1920, commencent par essayer de fonder une mission avec un internat pour les enfants, d'abord sur le Barima puis l'Amacuro, donc qui sont à l'extrême, ici à l'extrême est du delta, hors, à l'extrémité sud-orientale de la région, hors du delta proprement dit. Mais la malaria y est endémique, de nombreux enfants décèdent, et ils sont obligés d'abandonner la mission en 1939. La zone avait semblé habitable aux Espagnols, notamment parce que le sol y était ferme, mais elle ne l'était pas vraiment pour les Warao, qui avaient dû y être attirés ou emmenés de force par les missionnaires. En parallèle, ils avaient également fondé une mission de Araguaimuro, c'est une carte qui montre bien le vide du delta central, finalement, au milieu du XXe siècle. La mission d'Amacuro était environ ici. Assez en amont. Largement en amont. Le site est choisi, donc encore une fois, parce qu'il y a de la terre ferme, mais aussi dans ce cas-là, parce qu'il y a des villages Warao dans une relative proximité. Et le but des missionnaires est d'éduquer les Warao jusqu'au mariage, puis de donner à chaque couple, je cite, une petite parcelle de terre. Et on voit bien cette idée récurrente d'un ancrage territorial et d'une civilisation par la culture. Cet établissement a connu un succès bien plus important, environ 120 internes en 1935, 3500 habitants en 1945. Mais si la terre est ferme, à cet endroit du fleuve, elle est aussi sujette à des inondations périodiques lors des grandes crues de l'Orénoque. En 1943, par exemple, une crue détruit les récoltes et les maisons, les maladies s'intensifient et la population est obligée de fuir, de trouver refuge à d'autres endroits, et notamment dans les zones du bas delta. Et il se produit exactement la même chose 3 ans plus tard, avec en plus une sécheresse l'année d'après, etc. Ce qui conduit les missionnaires à douter de leur stratégie et du bon choix de l'emplacement de la mission. Et s'il existe encore aujourd'hui une importante communauté Warao à cet endroit, à Araguaimuro, constituée par les descendants des élèves de la mission, cette tentative est restée isolée et n'a pas constitué un modèle pour l'établissement des Warao sur la terre ferme. Dans les années 40, suite à l'échec de la mission d'Amacuro, la première mission, les missionnaires cherchent de nouveaux emplacements. Ils sont au départ séduits par les îles de Bulhoida, Tobeina, Balokoto, qui sont les îles à l'extrémité, sur la frange littorale du delta, qui aussi sont des îles de terre ferme, avec des plages. Mais
parce qu'elles sont à l'extrémité sur la frange littorale, l'eau y est saumâtre à la saison sèche. Ce n'est pas par hasard qu'elle n'était jamais occupée en continu. Et aujourd'hui, une de ces îles est en fait l'île du grand cimetière des Warao, impropre à l'habitat des vivants. C'est là où on peut creuser les tombes pour accueillir les défunts. Ainsi, alors que la terre ferme semble être le critère essentiel de l'environnement habitable pour les Européens et les créoles, à chaque fois ils se rendent compte qu'ils ont sélectionné des lieux où il est impossible de vivre, que dans le bas delta sont les zones marécageuses qui constituent l'habitat des Warao et des humains en général. Ils font une dernière tentative avec la mission de San Francisco de Goyo, fondée dans les années 40. À l'endroit choisi, ils font draguer de la boue du fond du fleuve afin, en la mettant sur la rive, de raffermir la rive et de pouvoir y construire et y marcher. Et donc, c'était aussi une réunion politique, c'est pour ça qu'il y a autant de monde, mais vous pouvez voir des personnes marcher sur le sol avec de véritables chemins sans pilotis qui relient les bâtiments de la mission, l'école et les maisons des jeunes couples qui en sont issus. Mais comme me l'ont fait remarquer les Warao lors de mon dernier séjour, le poids de ces bâtiments, et notamment des constructions en béton, les conduit à s'enfoncer inexorablement dans le sol mou du bas delta. Ainsi, alors que la terre ferme semblait nécessaire à la civilisation, parce qu'elle conditionne à la fois un certain mode d'organisation spatiale et un mode paysan de subsistance, l'agriculture, l'élevage qui requiert un travail régulier, ici, cette terre s'est constamment dérobée aux missionnaires. Les Warao exploitaient certainement auparavant des zones de terre ferme à des degrés divers et sans doute à des époques ou des périodes déterminées. Le manioc amer était cultivé par certains groupes, d'autres allaient chercher des iguanes en amont, etc. Et le repli fréquent dans les Mauritiales ont certainement constitué des réactions aux tentatives de les établir sur la terre ferme, comme on le note déjà à l'époque, plutôt qu'un mode de subsistance primitif qui aurait survécu. Aujourd'hui, la plupart des Warao, à l'exception de ceux qui ont migré en ville, vivent donc dans la zone marécageuse du bas delta, dans des maisons sur pilotis qu'ils doivent reconstruire périodiquement, sans jouir d'une propriété durable du sol, ni même la revendiquer. Les tentatives des missionnaires, plus généralement de l'État colonial puis du Venezuela indépendant, ont donc toujours échoué, même si de nombreux Warao se sont probablement fondus dans la population métisse ou créole, en migrant sur la terre ferme, en ville ou dans les zones rurales. Il faut toutefois apporter deux correctifs ou deux précisions à cette explication qui est courante depuis longtemps. Tout d'abord, il s'est produit un changement très important au début du XXe siècle, l'introduction du taro venu d'Asie, qui est cultivable même dans le sol mou du bas delta. Ainsi, alors que les bosquets de palmiers morichés se trouvent en général à l'intérieur d'îles marécageuses, le taro a rendu possible l'établissement de villages sur les rives des bras navigables du delta. Et aujourd'hui, pour les Warao avec lesquels j'ai travaillé, c'est leur nourriture de base, celle qui leur manque lorsqu'ils passent trop longtemps en ville ou dans les Mauritiales. Mais en un sens, c'est aussi représentatif de leur conception de la civilisation. Si la ville qu'ils visitent plus ou moins fréquemment constitue un pôle créole, les Mauritiales correspondent aujourd'hui à un pôle Warawitu, ou un pôle indien, auquel ils refusent tout autant de s'identifier. C'est renvoyé au passé, à d'autres Warao qui sont vus comme plus primitifs, ou alors à un moment particulier, à des moments particuliers. Par exemple, c'est la ressource qui permet de ne pas mourir de faim lorsque le taro vient à manquer, mais que les magasins des créoles sont vides, comme c'est le cas aujourd'hui. Et c'est ce qui explique une recrudescence de l'exploitation du sago de Moriche. Ou encore, à des époques antérieures, lorsque un Warao voulait se soustraire à l'autorité, à la tutelle d'un patron, et que lorsqu'il était employé par ce patron, il n'avait pas planté de taro. Dans ce cas-là, il est toujours possible de partir du jour au lendemain, aller exploiter le moriche pendant le temps que le taro pousse dans les jardins. Donc ça, c'est le premier correctif. Le second, c'est que les replis sur les Mauritiales n'ont sans doute jamais été totaux, complets. Les Vénézuéliens disent que les Warao fuient en forêt,
Mais en réalité, c'est aussi l'époque, au XIXe siècle, où ils faisaient des expéditions jusqu'à Trinidad pour y vendre des oiseaux ou d'autres animaux apprivoisés, ou encore de l'artisanat, et y acheter des produits manufacturés et du sucre. C'est quelque chose qui est présent à la fois dans la mémoire orale actuelle et dans les sources trinidadiennes, mais qui est souvent absent des récits vénézuéliens, pour qui, finalement, cet aspect est une face cachée du delta. Et donc, les marécages n'ont jamais été un cul-de-sac pour les Warao. L'introduction du taro n'a toutefois pas conduit à sa culture à grande échelle dans le bas delta. Et par conséquent, c'est pour cela qu'il n'y a globalement pas aujourd'hui de conflit pour le contrôle de la terre, ni même pour l'exploitation des ressources locales. C'est peut-être un peu délicat de parler du passé, notamment de l'exploitation passée du bois. Je vais me concentrer sur la période actuelle. Aujourd'hui, la principale ressource locale qui donne un revenu aux Warao et justifie la présence de créoles dans la région, c'est la pêche, pour fournir les villes avoisonnantes en poissons frais et salés. Tout laisse à penser que les réserves halieutiques ont été surexploitées, et en ce sens, il y a bien une concurrence entre pêcheurs. Toutefois, cette compétition ne donne pas naissance à des conflits pour le contrôle ou l'exploitation du fleuve et de ses ressources, parce que l'eau n'est pas vue comme un territoire que l'on pourrait contrôler, et parce que ces ressources ne sont pas conçues par les Warao comme une réserve dont il faudrait gérer leur production. Certes, j'ai déjà entendu des Warao se plaindre de pêcheurs créoles sur des bateaux armés dans les ports de l'amont qui attraperaient tous les poissons à l'embouchure des bras du bas delta et ne leur laisseraient pratiquement rien. Cependant, c'était un jugement assez minoritaire et peut-être plus lié à leur proximité de l'embouchure qu'à l'idée de surpêche. Tout d'abord, la plupart des Warao ne pêchent pas dans les mêmes lieux que les créoles qui pratiquent une pêche plus industrielle, car les pirogues, les petites pirogues des Warao sont totalement inadaptées à la pleine mer. Ensuite, même lorsque ce sont les Warao eux-mêmes qui commercialisent le produit de leur pêche artisanale, ils vendent surtout du poisson salé et ils salent principalement des poissons qu'ils ne mangent pas eux-mêmes. Ils produisent ici une sorte de différenciation. Enfin, les sorties de pêche infructueuses d'aujourd'hui, qui s'opposent aux récits de pêche miraculeuse du passé, ne sont jamais renvoyées à un déclin de la population de poissons. On dit que les poissons n'étaient pas là où le pêcheur avait posé ses filets, ou alors qu'ils ne voulaient pas la nourriture utilisée comme appât tel ou tel jour, ou alors ils sont peut-être partis en amont, éventuellement emmenés par les êtres aquatiques qui en sont les maîtres. Si un pêcheur se comporte de manière inappropriée, par exemple si ce qu'il a pêché est gaspillé, alors il n'attrapera plus de poissons. Et ainsi, lorsque j'avais proposé de rejeter à l'eau des poissons que je trouvais ridiculement petits, on a gentiment ridiculisé mon inconscience. Mais ici, c'est le comportement du pêcheur lui-même qui a des effets sur celui des poissons ou de leur maître. Et cela n'a rien à voir avec le comportement des autres pêcheurs, pas plus qu'avec celui d'autres prédateurs comme les dauphins et les caïmans, qu'on accuse parfois de manger ce qui est déjà pris dans les filets des Warao, mais jamais de s'attaquer à un stock. Et donc c'est sans doute pour cette raison que les Warao ne considèrent pas qu'on leur dispute l'usage du fleuve et de ses ressources. Les interactions avec les êtres aquatiques ne sont pas recherchées, et les poissons eux-mêmes ne sont pas des interlocuteurs. Mais ils sont conçus comme une population distincte, avec ses goûts changeants et ses voyages, et non comme un stock limité à protéger. Si des conflits ont pu se produire et peuvent continuer à se produire entre différents groupes Warao et avec les créoles, qu'il s'agisse des commerçants pour lesquels ils pêchent ou des pêcheurs en pleine mer, ces conflits n'ont jamais eu pour objet les ressources halieutiques ou le contrôle du territoire. Ils portent beaucoup plus souvent sur l'accès aux ressources étatiques, elles aussi conçues comme inépuisables, mais pour lesquelles les créoles jouent un rôle crucial d'intermédiaire et donc qu'ils sont toujours soupçonnés de capter. Les particularités géographiques et écologiques du delta de l'Orénoque ont donc permis la préservation des manières de vivre des Warao. Et réciproquement, les Warao ont certainement privilégié les manières de vivre qui leur permettaient de préserver leur indépendance politique dans un environnement particulier. Ce que j'ai essayé de montrer dans la première partie de l'exposé, c'est que cette préservation sociopolitique n'était toutefois pas allée de pair avec un refus culturel,
même si une telle affirmation joue un petit peu sur le sens du mot culture. Les Warao, comme d'autres Amérindiens, ont constamment cherché à s'approprier la culture des créoles et des étrangers, tout en refusant leur société, alors que les créoles faisaient exactement l'inverse. Si je n'ai pas voulu essentialiser l'opposition entre Warao et créole, je ne veux pas non plus naturaliser mon explication en donnant un rôle ultime et déterminant aux contraintes et aux ressources écologiques. En effet, l'espace est aussi politique, idée qui a été évidemment mise en avant depuis longtemps dans les sciences humaines et sociales. Ici, qu'est-ce que cela veut dire ? Que si des colons, des missionnaires et des fonctionnaires créoles sont allés dans le delta et ont cherché à civiliser les Warao, ce n'est pas simplement pour sauver des âmes et faire progresser l'humanité. C'est aussi parce que le delta de l'Orénoque est situé à la frontière avec le Guyana, l'ancienne Guyane britannique. Et ce qui se voyait lors de la première carte. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'État est appelé delta Amakuro. La mention de l'Amakuro, qui est la rivière située à l'extrémité orientale du territoire, aurait été ajoutée pour bien marquer dans le nom officiel les limites de la frontière à défendre. Et l'idée d'une pénétration étrangère au Venezuela et de la fuite des Amérindiens maltraités vers les pays voisins est déjà mentionnée au milieu du XIXe siècle. Mais pour me limiter encore une fois au XXe siècle, le traité conclu entre le gouvernement vénézuélien et les capucins, les missionnaires, avait notamment pour objectif de protéger cette frontière menacée par l'Empire britannique. Les Anglais avaient réussi à prendre possession de la rive gauche, la rive de l'Essequibo, jusqu'à l'embouchure de l'Orénoque, et le Venezuela craignait que cette pénétration ne se poursuive. Les flèches que vous voyez sur la droite, qui vont donc d'est en ouest, sont indiquées dans la légende comme usurpation britannique. Donc ça correspond à cette avancée anglaise. Et donc il était urgent de transformer les Warao en citoyens vénézuéliens, et c'est pour ancrer la frontière que les missions avaient été créées sur le Barima puis l'Amakuro, alors qu'il n'y avait pas de Warao dans cette zone. C'est une question assez classique, de même que celle de savoir, pour reprendre les termes de Madeleine Reeves, comment des traits tracés sur une carte sont devenus des frontières vécues. C'est un processus que je ne vais pas retracer ici, mais je veux juste mentionner brièvement son aboutissement. Aujourd'hui, les Warao du Bas-Delta se considèrent profondément vénézuéliens, et il n'y a aucun doute là-dessus. Ils considèrent donc qu'ils font partie, avec les créoles, avec d'autres Amérindiens, de l'ensemble des Vénézuéliens. Et de ce point de vue, il est assez important de distinguer deux types de non-indigènes. D'un côté, ceux que j'ai en général appelés créoles, qu'ils appellent rotarao, qui vient du terme pour la terre ferme, finalement. Les habitants de la terre ferme, qui sont hispanophones, plutôt blancs, et qui viennent de l'amont. Et même si j'étais français, j'étais assimilé à un créole, de même que les missionnaires espagnols. Mais d'un autre côté, il y a les Mekoro, à la peau noire, descendants d'esclaves d'origine africaine, qui viennent de Laval, de Trinidad ou du Guyana, et qui sont anglophones. Et donc, quand on dit un Inglais dans la région, en fait, ça désigne avant tout un noir. Et ces personnes sont souvent au Venezuela de manière illégale. Toutefois, les uns comme les autres sont vus comme des humains, on peut les désigner comme Warao pour les distinguer de non-humains, et on peut aujourd'hui se marier avec eux. Si leur identité nationale ne fait aucun doute, les Warao du Bas-Delta veulent toutefois également que cette frontière reste poreuse. Elle doit permettre les échanges, et la contrebande est une des ressources liées à cette niche écologique particulière qui leur a permis de survivre aux marges de l'État vénézuélien. Si les créoles sont des partenaires d'échanges commerciaux et des intermédiaires obligés pour obtenir les ressources de l'État, les Trinidadiens et les Guyaniens sont les partenaires de nombreux trafics, souvent illicites. Ainsi, dans le contexte de crise que connaît le Venezuela actuellement, les Warao ont choisi des moyens variés pour subvenir à leurs besoins, alors que les aides publiques dont ils avaient bénéficié pendant une quinzaine d'années ont pratiquement disparu. Certains ont suivi une forme relativement traditionnelle de repli sur les Morichales, au moins de manière épisodique, et donc me paraissait avoir un mode de vie plus archaïque que 10 ans auparavant.
D'autres, en revanche, semblaient plus connectés et étaient impliqués dans la contrebande d'essence avec le Guyana, malgré les dangers de telles aventures, puisqu'il s'agit d'un voyage en haute mer au cours duquel on risque de tomber autant sur l'armée vénézuélienne que sur des trafiquants concurrents. Mais, comme je l'ai déjà évoqué, il ne s'agit en aucun cas d'une opposition tranchée. De même que les Warao qui se repliaient dans les Morichales au XIXe siècle allaient en fait aussi à Trinidad, aujourd'hui les mêmes personnes peuvent hésiter entre l'une ou l'autre option, réaliser ces activités de manière successive, et tout le monde était peu ou prou impliqué dans le marché noir alimentaire, revendant les produits obtenus à prix subventionné. Dans l'ensemble, j'ai ainsi voulu insister sur le caractère ambivalent des relations entre Warao et non-indigènes dans le delta de l'Orénoque, ce qui explique pourquoi je reste très prudent dans ma manière de qualifier leurs différences et l'ensemble qu'ils constituent. Une question que je n'ai pas vraiment posée, c'est celle de savoir si les créoles se seraient en fait substitués à d'autres populations amérindiennes, aux anciens voisins indigènes des Warao, notamment Caribes et Arawak. C'est une hypothèse envisageable, mais dont je n'ai pas vraiment la réponse. En revanche, ce que je tiens à souligner, c'est l'ouverture potentielle de cet ensemble, c'est-à-dire du delta de l'Orénoque, à de nouveaux types d'étrangers. Ils peuvent venir à la fois de l'amont et de l'aval. On peut aller les chercher sur la terre ferme, aussi bien qu'en pleine mer. Et l'ouverture et la clôture de ces voies de communication sont notamment liées à des changements politiques plus globaux, mais dont les effets sont toujours ambivalents pour les Warao. La porosité de leurs frontières leur est très profitable pour trafiquer avec les Guyaniens, mais elle ne conduit jamais à mettre en doute leur identité nationale. Et l'État vénézuélien, auquel ils résistent en refusant obstinément de faire société, constitue aussi, de ce point de vue-là, une éventuelle protection et une source de richesse. Je vous remercie. Merci Olivier Allard pour cet exposé qui est très riche et avec une argumentation subtile et qui mérite effectivement une discussion approfondie parce qu'il soulève des questions importantes. Je voudrais repartir de ton point de départ et en particulier de l'interprétation que tu donnes du travail de José Kelly sur l'opposition entre la culture et la société. C'est l'idée au fond que les Amérindiens ne veulent pas de la société créole ou blanche ou quel que soit le terme par lequel on le désigne, mais en revanche n'ont rien contre l'absorption d'éléments culturels de cet environnement, alors qu'à l'inverse, dans une idéologie au fond qui est assez ancienne, mais qui a été thématisée en particulier au Pérou et au Mexique au XIXe siècle et au début du XXe siècle sous le nom de Indo-Mestizaje, c'est au contraire la volonté d'introduire, d'assimiler les populations amérindiennes en leur reconnaissant certains traits culturels qui participent de l'héritage de la nation, qui deviennent folklorisés. C'est aussi le moment où on fait les grands musées, etc. Mais en revanche, ils sont vivement incités à rentrer dans le moule de la nation en constitution. Donc cette opposition à ce que tu appelles le malentendu, le double malentendu à la Roy Wagner, c'est-à-dire que les questions qu'ils se posent les uns et les autres et les formes de réponses qu'ils souhaitent apporter à leur vivre ensemble sont tout à fait différentes et sont perçues quelquefois précisément à contre-emploi. Alors, la question et je suis tout à fait d'accord avec ce diagnostic, bien sûr, qui est très, très juste. La question que ça pose, c'est de savoir comment, du côté amérindien, au fond, la combinaison des formes sociales était possible, non pas dans un passé imaginaire et lointain, mais dans les rencontres successives avec différentes formes d'intégration politique et sociologique ou sociale disons des créoles. On va employer le terme créole au sens général parce qu'au fond, il définit bien ce à quoi les Amérindiens sont confrontés. Et je voudrais revenir sur la référence que tu faisais à Scott.
L'une des choses intéressantes dans le travail de James Scott, c'est que dans son analyse de ce qu'il appelait le Zomia, c'est-à-dire cette région de l'Asie du Sud-Est, relativement en altitude, qui constitue peut-être encore en partie, en tout cas dans certaines régions, c'est certainement le cas en Birmanie par exemple, des zones refuges de populations qui se sont développées à la fois à l'écart et contre l'État, lequel État précolonial puis colonial s'était lui-même développé dans les zones de basse terre et de contrôle, en somme, de résiculture irriguée et de contrôle royal et puis ensuite républicain, enfin bon, peu importe. Et dans cette zone, dans le Zomia, c'est-à-dire dans cette zone effectivement qui a résisté à l'imposition de gouvernement, d'une gouvernementalité aussi, pour employer ce terme foucaldien, on a très souvent un phénomène d'alternance. C'est-à-dire, au fond, ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, la société amérindienne, elle n'existe pas au sens durkheimien. Et c'est d'ailleurs un des paradoxes que Clastres, dans sa théorie, en somme, de la société contre l'État, a réifié la société comme une hypostase durkheimienne, comme si c'était un ensemble d'individus qui étaient tout entiers dressés contre l'émergence de l'État, ce qui est quelque chose de complètement contradictoire avec ce que l'on sait précisément et que tu as bien montré de la façon dont fonctionnent les sociétés amérindiennes, en particulier dans les basses terres d'Amérique du Sud. Donc, pour revenir à Scott, dans ces régions, dans le Zomia, ou la Zomia, je ne sais plus si c'est masculin ou féminin, peu importe, on trouve des formules d'alternance, dont la plus connue pour les anthropologues, puisqu'elle a été illustrée dans un livre célèbre, c'est l'alternance entre ce qu'on appelait l'État Gumsa et l'État Gumlao, c'est-à-dire deux formes chez les Kachin des hautes terres de Birmanie, qui ont été étudiées par Leach dans Political Systems of Island Burma, qui est une alternance entre une forme extrêmement démocratique, extrêmement diffuse de contrôle du pouvoir, et puis une forme plus concentrée, plus, disons, avec une principauté, donc avec hiérarchisée, etc. Et en fait, alors on a beaucoup discuté l'alternance entre Gumsa et Gumlao, mais on trouve très souvent dans toute cette région précisément des alternances entre ces deux États, au sens d'État gazeux et pas d'État politique, et qui ont pour caractéristique précisément d'instaurer, de permettre l'accueil ou de diversifier les formes d'accueil des non-humains dans les collectifs. C'est-à-dire que dans les formes les plus hiérarchisées, les médiations avec les non-humains deviennent se démultiplient. En particulier, on a plutôt affaire avec des esprits, avec des pyramides d'esprits hiérarchisées, alors que, là, j'interprète très librement Scott, parce que ce n'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce que ma lecture, au fond, de l'ethnographie des sociétés d'Asie du Sud-Est me conduit à inférer. Alors que dans les formes égalitaires, au contraire, le rapport avec les animaux sauvages et les esprits aussi est beaucoup plus direct. Alors, si on essaye de transposer cette alternance des États au monde amérindien, il me semble que, au fond, il y a dans cet ensemble qu'on appelle l'Amérique du Sud des basses terres, donc je suis très content de revenir, au fond, à un intérêt personnel ancien pour cette question, des formes très différentes aussi. Et je reviens à ce que tu évoquais du travail d'Anne-Christine Taylor sur le front, en somme,
Andes, Amazonie, dans lequel elle montrait que les formes d'encadrement de la population, comme le patronazgo, les réductions missionnaires aussi, avaient contribué précisément à imposer cette forme de socialité qui était celle que auquel les créoles voulaient aboutir. Mais les résultats sont très différents en fonction de ce qu'on trouvait localement. Et je pense en particulier à cette grande expérience dramatique, pathétique, qui a été la période du caoutchouc, mais qui a été une expérience sociale ou sociologique extrêmement intéressante, comme révélateur, au fond, de la capacité des populations amérindiennes à confronter, avec succès ou pas, le front, en quelque sorte, créole. Quand on compare précisément les Jivaros, population un peu comme les Waro, très atomisée, dispersée dans l'espace, sans chefferie, en conflit permanent, etc. Et puis des populations sur lesquelles les barons du caoutchouc se sont jetés de façon goulue, comme les Witoto, comme les Bora, etc., qui étaient des sociétés stratifiées, relativement stratifiées, avec un habitat concentré, avec des médiations qui permettaient précisément aux barons du caoutchouc d'avoir des interlocuteurs sur lesquels ils pouvaient exercer un contrôle, et le contrôle devenait de cette façon-là distribué. Les formes de résistance ont été très différentes. Et en réalité, le succès dans la résistance a été aussi très différent. C'est-à-dire que les Jivaros ont... Alors, évidemment, le caoutchouc dans la région Jivaro est moins abondant et il est de moins bonne qualité que dans la région des Witoto ou des Bora. Mais il me semble aussi que le fait d'avoir face à soi, c'est au fond le vieux principe colonial, take me to your chief, non ? D'avoir en face de soi une version déjà stratifiée, coagulée d'organisation sociale qui peut ressembler superficiellement à la forme de société auquel les créoles sont habitués, est un atout, au fond, pour la contrôler de façon plus efficace. Et donc la question un peu générale que je souhaitais poser avant de poser une question particulière, c'est celle-là. Est-ce que, au fond, la capacité, au fond de la grande diversité des sociétés amérindiennes, avant le contact intensif, disons, n'est pas aussi une façon de réagir de manière très différente, et qui rend très difficile les généralisations d'ailleurs, vis-à-vis de la pénétration du front de colonisation, du front créole, etc. Est-ce que tu... Oui, non, bah, je suis... Oui, enfin, je suis assez d'accord avec cette lecture. Et avec ce diagnostic là, d'une perte de la diversité, enfin, d'une destruction de la diversité sociologique, on pourrait dire, de l'Amazonie des Basses-Terres. Dans le cas du delta, ce qui est une autre manière de penser ça, c'est peut-être par rapport au travail de Fernando Santos Granero en termes de ce qu'il a appelé des systèmes régionaux de pouvoir qui finalement relient ensemble, dans une région particulière, différents groupes souvent hiérarchisés et qui ont été détruits, c'est-à-dire pas simplement des confédérations d'alliés, mais aussi des groupes avec des tributaires, des victimes privilégiées, etc., qui ont été démantelés, détruits par la conquête. Et dans la région du Delta, en fait, ce qui est la lecture la plus courante, et je n'ai pas travaillé sur cette période, mais globalement j'y souscris, c'est que les Warao étaient globalement des dépendants et des victimes des Caribes et des Arawaks, qui ont subi, eux, de plein fouet le contact, on va dire, à la fois parce que c'était des adversaires ou des alliés des Espagnols, des Hollandais qui étaient très présents à l'époque, etc., donc dans des guerres coloniales. Et ensuite, les principaux
les principales cibles de la mission. Et donc je crois que vers 1800, l'idée c'est qu'il ne reste plus aucun Indien libre en quelque sorte dans les zones qui entourent le delta proprement dit, alors qu'au contraire, parmi les Warao, les missions sont arrivées au milieu du XVIIIe siècle, ce qui est très tard par rapport à d'autres zones, et il n'y a qu'une fraction de Warao qui a été attirée hors du delta. Et donc de ce point de vue-là, c'est en quelque sorte, oui, ceux qui ont survécu alors que les autres finalement étaient balayés, et ils ont aussi eu la chance qu'il n'y ait pas de caoutchouc ou pratiquement pas, enfin juste la forme la plus médiocre au Venezuela, donc on leur a épargné aussi cette tentative. Ensuite, c'est aussi pour cette raison que j'évite la période coloniale. C'est à la fois le fait qu'il y a relativement, enfin il n'y a pas tant de sources que ça finalement précises, aussi parce que donc ils ont été évangélisés relativement tardivement, même s'il y a plus d'explorateurs, mais qui finalement disent pas forcément grand-chose de la vie sociale des Warao. Mais c'est un peu par précaution, par prudence, on va dire. J'évite cette période coloniale pour éviter d'avoir à me poser la question très piégée, à mon avis, du lien entre ce qui se passe actuellement et la période précolombienne. Et finalement, voilà, c'est un peu une précaution pour me dire, et partir aussi du présent finalement et de l'ethnographie, et d'avoir des Warao qui sont déjà finalement constitués, transformés par ces siècles, ces décennies de contact, et j'ai pas beaucoup d'idées de ce qui pouvait être avant. Je voudrais quand même revenir un tout petit peu à la période coloniale, en tout cas à une institution de la période coloniale, qui est une institution tout à fait particulière, qui sont les réductions. Parce qu'il me semble que les réductions, qui sont très connues et en plus ta première ethnographie était dans une zone de réduction chez les Guarani. Les réductions, dont les plus connues sont celles des jésuites, mais qui ont été pendant longtemps la politique classique d'évangélisation des ordres missionnaires pour les populations de Basse-Terre, consistait à réunir et à protéger, autant que ça pouvait se faire, des raids esclavagistes, des colons, des populations amérindiennes diverses, de provenances diverses, qui parlaient souvent des langues diverses, et qui étaient évangélisées dans la grande langue d'évangélisation. Ça pouvait être le quechua dans le piémont amazonien, la lengua jera, le nengatu, etc., plus à l'est. Et au fond, le projet intellectuel qui a été thématisé par les jésuites de façon tout à fait nette et qu'on retrouve encore dans une partie de la théologie de la libération après, c'était de créer une espèce de république d'Indiens qui visait à concilier ce que tu as évoqué au départ, c'est-à-dire un multiculturalisme, puisque ces gens-là venaient de groupes ethniques différents, unifié par le projet évangélisateur et la christianisation, et en même temps à l'intérieur d'une société qui n'était ni celle dominante des créoles, ni celle des Amérindiens, mais qui est une sorte de société idéale aussi, utopique, qui en réalité était assez souvent cauchemardesque pour bien des raisons, puisque au fond les gens ne pouvaient pas sortir de ces réductions, et que il y a une phrase célèbre de Hegel lorsqu'il dans cette théorie des Amérindiens impuissants qui a couru au fond depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'à une grande partie du XIXe siècle. Hegel disait, oui,
la vie ne peut pas se développer, il n'y a pas des grands germes de la vie, on trouve ça chez Buffon, etc. Et les missionnaires sont obligés de sonner la cloche pour les rappeler à leur devoir conjugal. Et au fond, il avait trouvé ça effectivement dans les textes sur les missions du Paraguay. Et c'était tout simplement parce que les femmes avaient des aménorrhées de détresse, parce que exactement comme dans les camps de concentration, la fertilité, non seulement évidemment la diffusion des maladies infectieuses était effrayante, mais la fertilité avait aussi baissé du fait des conditions de vie, qui n'étaient pas des conditions concentrationnaires classiques, mais en ce qu'elles imposaient une absence de liberté d'aller et venir, etc., était complètement antithétique à la manière de vivre des Amérindiens. Et donc les réductions, au fond, c'est une sorte de projet, c'est le projet idéaliste créole qui a échoué, bien sûr, mais dont on peut penser aussi que beaucoup de populations amérindiennes se souviennent, ou au contraire ont cherché à effacer la mémoire. C'est le cas en Haute-Amazonie en particulier. Et je voulais savoir, puisque tu parlais des missionnaires, s'il y avait eu des réductions de ce type-là dans la région du delta de l'Orénoque. Est-ce que ces missions sont des réductions en ce sens-là? Oui, mais en fait, les villes qui sont au sud, donc je ne sais pas si vous voyez Piacoa, Santa Catalina, Sacupana, correspondent à des anciennes missions qui sont, oui, des réductions, mais ce qui s'est passé, enfin la différence par rapport à d'autres régions, c'est qu'en fait, elles ont eu une durée de vie beaucoup plus courte qu'ailleurs, parce qu'ils se mettent en quelque sorte à évangéliser, à s'attaquer, ayant réussi avec les Caraïbes, ils s'attaquent au Warao uniquement dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et ensuite, ils se font expulser au moment de la dépendance, enfin des troubles des guerres d'indépendance. Donc en fait, ça dure... et ça, je pense que c'est très différent avec ce qui s'est passé dans les missions jésuites, bon, au Paraguay évidemment, à Moros, en Bolivie, etc., et même dans la région de Quito. Ça n'a pas été suffisamment... Ça a laissé des traces, et par exemple, les termes qui correspondent à la hiérarchie instaurée par les missionnaires de gouverneur, capitaine, fiscal, etc., reviennent, et ça, Johannes Wilbert, qui a réalisé une ethnographie des Warao, enfin, dans une autre région que moi, mais dans les années 50 surtout, montre bien que ça apparaît aussi dans la hiérarchie d'esprit avec laquelle les chamans interagissent. Ça, moi, je l'ai moins retrouvé personnellement, mais voilà, il voit cette présence d'une hiérarchie d'origine d'influence missionnaire. Mais par contre, peut-être sur des formes de... et ça a été montré aussi dans d'autres cas, je crois que c'est assez fréquent en Amérique du Sud. Mais sur d'autres aspects, je pense que cette expérience de réduction, finalement, a été trop courte pour avoir les mêmes effets qu'ailleurs, où des charges ont pu devenir importantes, où ça a pu toucher les formes rituelles de manière plus marquée, etc. J'ai d'autres questions, mais je ne vais pas mobiliser le questionnement. Oui.